Ma maison sent la cannelle et le citron. C'était son odeur il y a 30 ans, et c'est toujours son odeur aujourd'hui. Je commence toujours mes matinées en nettoyant les plans de travail de la cuisine avec du vinaigre blanc citronné et en préparant des brioches à la cannelle, au moins une pour moi. Mon fils Hugo avait 7 ans la première fois qu'il a dit que notre maison avait une odeur spéciale. Aujourd'hui, il en a 36, et il vient de moins en moins. Je m'appelle Solange Moreau. J'ai 67 ans et je vis dans le nord de l'île, dans la même maison que mon défunt mari, Noé, et moi avons acheté durant notre première année de mariage. C'est une modeste maison de plain-pied avec 3 chambres, une allée fissurée et de vieux érables qui couvrent la cour de feuilles dorées chaque automne. Elle paraît archaïque face aux constructions plus récentes, mais je ne vois pas l'intérêt de déménager. De plus, ma retraite de technicienne de laboratoire à l'Institut médico-légal ne me permet pas de tel luxe. J'ai travaillé 41 ans à l'IML de la ville, à étudier des échantillons de tissus et de fluides pour aider les enquêteurs à déterminer les causes de décès. Ce n'est pas un métier pour les âmes sensibles, mais après la mort de Noé dans un accident de la route, alors qu'Hugo n'avait que 5 ans, cela nous a apporté la stabilité. Beaucoup de gens disaient que je devrais me remarier, mais entre le travail, l'éducation de mon fils et mes soirées comme aide-soignante dans une maison de retraite, je n'avais ni le temps ni l'énergie pour une vie personnelle. À 67 ans, j'ai l'air normal. Mes cheveux gris, que j'ai cessé de teindre il y a longtemps, sont tirés en un chignon pratique. Mon visage est sillonné de rides, honnêtement gagné par des années de rire et d'inquiétude. Mes mains trahissent mon âge et ma profession. Elles sont sèches et légèrement noueuses après des années de contact avec des produits chimiques. Je ne suis pas le genre de femme qui passe des heures à se maquiller et à se coiffer. Ma garde-robe se compose de pantalons confortables, de gilets et de chemisiers aux couleurs sobres. Noé disait toujours que j'étais comme une rivière tranquille, sans particularité au premier abord, mais avec un courant profond. Ce jeudi matin-là, j'étais assise à la table de la cuisine, triant les factures et le courrier, quand mon téléphone a vibré. C'était Hugo. « Maman, tu as reçu l'enveloppe des Lafontaine. » Sa voix semblait tendue. « Bonjour, mon fils. »« Non, je ne l'ai pas encore vue. »« Qu'est-ce que c'est ?» Je regardais la pile d'enveloppes que je n'avais pas encore eu le temps de trier. Une invitation de mariage. Il devait les envoyer hier. Je posai la facture d'électricité et pris l'enveloppe couleur crème aux lettres en relief qui se trouvait effectivement dans le courrier. Oui, la voilà. Je l'ouvre maintenant. Hugo et moi parlions de moins en moins depuis qu'il avait annoncé ses fiançailles avec Céleste Lafontaine il y a 6 mois. Céleste était une belle jeune femme, grande, avec des cheveux couleur café lui arrivant aux épaules et une posture parfaite. Mais le problème n'était pas elle. C'était sa famille, surtout sa mère, Béatrice Lafontaine, qui me regardait comme si j'étais un spécimen dans un musée d'histoire naturelle chaque fois que nous nous rencontrions. La famille Lafontaine possédait une chaîne de pompes funèbres dans toute la région. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais travaillé avec les morts toute ma vie, et maintenant mon fils épousait une femme dont la famille avait fait fortune grâce à eux. Mais alors que j'y voyais une sorte de cycle de la vie, Béatrice semblait me considérer comme une simple roturière mal dégrossie qui s'était accidentellement associée à leur noble nom de famille. Notre première rencontre avait eu lieu il y a 6 mois dans leur maison de campagne, une immense bâtisse de style colonial avec des colonnes blanches et des haies impeccablement taillées. Je me souviens avoir nerveusement ajusté mon gilet pendant qu'Hugo garait la voiture. « Tu es très belle, maman », m'avait-il dit, bien que son regard évitât le mien. Béatrice nous accueillit dans le hall où les plafonds étaient plus hauts que tout mon salon. Elle portait un tailleur en cachemire ivoire, et ses doigts étaient ornés de bagues qui coûtaient probablement autant que ma retraite annuelle. « Ah, nous nous rencontrons enfin », dit-elle, effleurant à peine ma main de ses doigts froids. « Hugo m'a si peu parlé de vous. » Son regard glissa sur mon tailleur, acheté dans un grand magasin, et je sus que j'avais échoué à son évaluation. Le dîner fut une torture. La conversation tournait autour de personnes et de lieux dont je n'avais jamais entendu parler. Béatrice et son mari Alfred parlaient de leur voyage en Toscane et en Italie, de leurs connaissances célèbres et du country club dont ils étaient membres depuis 20 ans. Je me sentais invisible malgré les tentatives de Céleste de m'inclure dans la conversation. Hugo était assis, tendu, me jetant de temps en temps des regards d'excuses. « Que faisiez-vous avant votre retraite, Madame Moreau ?» demanda finalement Béatrice au moment du dessert. « J'étais technicienne de laboratoire à l'Institut médico-légal, répondis-je. Béatrice s'étouffa presque avec son vin. « Oh, comme c'est intéressant !» dit-elle en regardant son mari. « Alfred, tu devrais discuter avec Solange de son travail à l'IML. Elle pourrait peut-être donner quelques conseils pour nos établissements. »
Ce fut la seule fois où elle m'appela par mon prénom. Et même là, on aurait dit qu'elle parlait d'une maladie exotique. Après ce dîner, j'ai revu la famille Lafontaine plusieurs fois, à une fête de fiançailles, à l'anniversaire de Céleste, à un barbecue familial. Chaque fois, Béatrice parvenait à me tenir à distance, me parlant sur un ton condescendant ou m'ignorant complètement. Hugo semblait ne pas s'en rendre compte ou choisissait de l'ignorer. Elle est juste de la vieille école, maman, m'avait-il dit une fois où j'avais osé le mentionner. Ne le prends pas à cœur. Mais comment ne pas le prendre à cœur quand mon fils unique, que j'avais élevé seul en sacrifiant tout, commençait à me voir à travers les yeux d'étrangers? Même maintenant, en ouvrant l'enveloppe de l'invitation, je sentais mon pouce accélérer. À l'intérieur se trouvait un carton élégant avec des lettres dorées m'informant que Céleste Marie Lafontaine et Hugo James Moreau m'invitaient à leur cérémonie de mariage qui aurait lieu dans un mois au domaine des Lafontaine. Et puis, je remarquai une note manuscrite au dos de l'invitation. D'une calligraphie soignée, il était écrit « Malheureusement, votre présence ne cadre pas avec le style de notre réception. Nous comptons sur votre compréhension. » J'ai dû relire la phrase 3 fois, n'en croyant pas mes yeux. On me demandait, à moi, la mère du marié, de manière non équivoque, de ne pas assister au mariage de mon propre fils. Et à en juger par les initiales, l'auteur de ce message était Béatrice Lafontaine. « Maman, tu es là. » La voix d'Hugo me ramena à la réalité. « Oui, j'ai l'invitation. » Ma voix était rauque. « Hugo, il y a une note. » « Quelle note ?» Il semblait surpris, mais quelque chose dans son ton me disait qu'il savait de quoi je parlais. De Béatrice. Elle dit que je ne cadre pas avec l'événement. Il y eut une pause. « Oh, ça, dit-il finalement. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Béatrice s'inquiète juste de l'atmosphère générale. Tu sais, il y aura des gens importants, leurs partenaires commerciaux, des politiciens. » C'était comme un coup de poing dans le ventre. Non seulement mon propre fils était au courant de cette note, mais il la justifiait. « Hugo, c'est le mariage de mon fils unique. Comment ça, je ne cadre pas? Je dois être là. » Bien sûr que tu dois, maman. Personne ne dit que tu ne peux pas venir au mariage. C'est juste que, peut-être que tu pourrais venir à la cérémonie et ensuite, eh bien, tu sais, après la partie officielle, partir. Tu me suggères de quitter ton mariage avant le début de la réception. Terminez-je pour lui. Non, ce n'est pas ça, balbutia-t-il. Écoute, je vais parler à Céleste. C'est juste un malentendu. Béatrice peut être parfois trop soucieuse des détails. Des détails. Ma voix tremblait. Ta mère est un détail. Maman, s'il te plaît, ne fais pas de drame. Tout va bien se passer. Je vais m'en occuper. Ne fais pas de drame. Hugo avait commencé à utiliser cette phrase depuis qu'il avait rencontré Céleste. Il ne m'avait jamais dit des choses comme ça avant. Avant, il était mon garçon, celui qui venait me voir avec ses problèmes, qui appréciait mes conseils, qui riait de mes blagues. Maintenant, il me regardait avec le même mélange de gêne et de pitié que sa future belle-mère. « D'accord, Hugo, parle à Céleste, dis-je, sachant que cela ne changerait rien. Je dois y aller. J'ai un rendez-vous chez le médecin. » C'était un mensonge, mais je devais mettre fin à la conversation avant de dire quelque chose que je regretterais. « Bien sûr, maman. Prends soin de toi. Je t'appelle plus tard. » Quand la communication fut coupée, je suis restée assise longtemps, fixant l'invitation. Des souvenirs me traversèrent l'esprit, les nuits passées au chevet du petit Hugo quand il était malade, les 2 emplois que j'occupais pour payer ses études universitaires, la fierté que j'avais ressentie lorsqu'il avait obtenu son premier poste dans une société d'investissement. Et maintenant, je ne cadrais plus dans la vie que je l'avais aidé à construire. Je me levai et me dirigeai vers la commode du salon. J'ouvris le tiroir du haut et en sortis mon livret d'épargne. Il y avait 37 000 € sur le compte, de l'argent que j'avais économisé au cours des 10 dernières années, mis de côté pour ma retraite. J'avais initialement prévu de le dépenser pour réparer le toit et installer un nouveau système de chauffage. Mais quand Hugo a annoncé ses fiançailles, j'ai décidé de donner l'argent aux jeunes mariés pour leur lune de miel. C'eût été mon grand cadeau, ma contribution à leur bonheur. Maintenant, je regardais ces chiffres et sentais une froide détermination grandir en moi. Si je ne cadrais pas dans leur mariage, peut-être que mon argent ne cadrait pas non plus dans leurs plans. Le téléphone sonna. Le nom d'Hugo s'illumina sur l'écran. Je ne répondis pas. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'avais besoin de temps pour penser à moi, pas à mon fils.
Je remis le livret dans le tiroir et me dirigeai vers la salle de bain. En me regardant dans le miroir, je vis une femme que je reconnaissais à peine, confuse, blessée, mais avec une étincelle de quelque chose de nouveau qui commençait à briller dans ses yeux. C'était peut-être la dignité que j'avais longtemps enfouie sous le poids de la maternité. Ou peut-être était-ce simplement la fatigue d'être considérée comme acquise. Je me passai de l'eau froide sur le visage et pris une décision. Je n'irai pas au mariage et je ne leur donnerai pas l'argent. 37 000 € resteraient sur mon compte. Peut-être ferais-je enfin les rénovations dont je rêvais depuis si longtemps. Ou peut-être partirais-je en voyage, seul, comme j'avais tout fait dans ma vie. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Céleste. Je pris une profonde inspiration et répondis. Solange. Sa voix semblait inquiète. Hugo m'a dit que vous aviez reçu une invitation avec une note étrange. Je vous assure que c'est une sorte de malentendu. Hugo et moi voulons vraiment que vous soyez à notre mariage. Il y avait quelque chose de sincère dans sa voix qui m'adoucit. Peut-être qu'elle n'était vraiment pas au courant de la note. Céleste, il est clairement écrit de la main de votre mère que je ne cadre pas avec votre événement. Quoi? Elle semblait véritablement choquée. Maman n'aurait jamais pu écrire ça. Ce doit être une erreur. C'est signé de ses initiales, BL. Béatrice Lafontaine. Ce n'est guère une erreur. Je ne comprends pas. Maman était chargée d'envoyer les invitations, mais elle ne ferait jamais. Écoutez, je vais lui parler tout de suite et je vous rappelle. C'est un malentendu monstrueux. Lorsque la conversation prit fin, je me sentis encore plus anéantie. Soit Céleste ne savait vraiment rien de la note, soit elle était une excellente actrice. Quoi qu'il en soit, la situation n'en devenait pas moins humiliante. Ce soir-là, Hugo arriva à l'improviste. Je venais de finir de dîner. Une modeste salade et un morceau de gratin de la veille. « Maman, il faut qu'on parle », dit-il en entrant dans la cuisine. Il avait l'air tendu. Sa chemise, d'habitude impeccable, était froissée, et ses cheveux étaient en désordre. « Je t'écoute », dis-je en m'asseyant à table et en lui faisant signe de faire de même. « J'ai parlé à Béatrice », commença-t-il sans s'asseoir. « Elle a admis avoir écrit la note, mais elle ne voulait pas te blesser. Elle s'inquiétait juste de l'impression générale. » L'impression générale, répétai-je. De quoi? Du fait que la mère du marié sera au mariage? Maman, s'il te plaît. Il s'assit enfin. Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Les Lafontaine, ils vivent dans un autre monde. Ils ont certaines normes. Et je ne corresponds pas à ces normes, dis-je, non comme une question. Je ne dis pas que je suis d'accord avec Béatrice, s'empressa-t-il d'ajouter. Je lui ai dit que son comportement était inacceptable, et elle a accepté d'envoyer de nouvelles invitations, sans note. Et tu penses que ça va résoudre le problème? Je le regardai droit dans les yeux. Un nouveau carton avec des lettres dorées va changer le fait que la mère de ta fiancée me considère indigne d'assister à ton mariage. Maman, s'il te plaît, n'exagère pas, dit-il à nouveau. Béatrice est juste de la vieille école. Elle accorde trop d'importance au statut social. Mais elle s'est excusée et a reconnu qu'elle avait tort. Elle s'est excusée auprès de toi ou de moi? Hugo hésita. Eh bien, elle a dit qu'elle regrettait la situation. Je vois. Je me levai et commençai à débarrasser la table. Hugo, j'ai pris ma décision. Je ne viendrai pas à ton mariage. Quoi? Mais maman, tu ne peux pas juste. Je peux. Je me tournai vers lui. Je ne vais pas être quelque part où je ne suis pas désirée. Où je sentirai que tout le monde me juge. Où je devrais prétendre être quelqu'un que je ne suis pas pour correspondre aux normes de quelqu'un d'autre. Maman, c'est mon mariage. Sa voix semblait désespérée. Tu dois être là. Devoir, soupirai-je. Hugo, j'ai été là pour toi chaque jour de ta vie. J'étais là quand tu as fait tes premiers pas, quand tu es entré à l'école, quand tu as eu ton diplôme. J'étais là quand tu étais malade, quand tu t'écorchais les genoux, quand tu as eu ton premier chagrin d'amour. J'étais ta mère, ton père, ton ami, ton professeur, tout. Et maintenant, quand ta future belle-mère décide que je ne suis pas assez bien pour son événement, tu me dis de ne pas exagérer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Hugo, l'interrompis-je. Je suis fatiguée. Fatiguée de sentir que je dois m'excuser pour qui je suis. J'ai travaillé 41 ans à aider à résoudre des meurtres et à apporter une conclusion aux familles. J'ai élevé un fils merveilleux.
J'ai une maison, des amis, une vie, et je ne laisserai personne, pas même la mère de ta fiancée, me faire sentir indigne. Hugo me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'il ne m'avait jamais vue comme une personne avec des sentiments et une dignité. Seulement une mère qui avait toujours été là, qui avait toujours cédé, qui avait toujours fait passer ses intérêts avant les siens. Je vais appeler Céleste, dit-il finalement en se levant. Nous trouverons un moyen de résoudre ce problème. Peut-être pourrions-nous organiser un dîner séparé avant le mariage, juste pour la famille proche. Hugo. Je posai ma main sur son épaule. Rentre chez toi. Réfléchis à tout ça. Et quand tu seras prêt à m'écouter vraiment, pas à chercher des compromis qui conviendront à Béatrice Lafontaine, reviens. Il partit, me laissant seule dans la maison silencieuse qui sentait la cannelle et le citron. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je me suis versé un verre de vin que je gardais pour une occasion spéciale et je suis sortie sur la terrasse arrière. La soirée était calme, avec les premières feuilles d'automne tombant du ciel. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à me sacrifier pour mon fils, et que peut-être, il était enfin temps de penser à moi. Il y a des nuits où le sommeil ne vient pas, et seuls les vieux souvenirs emplissent le silence. Après ma conversation avec Hugo, j'ai passé une nuit comme celle-là, à regarder le plafond et à revivre les moments qui m'avaient conduite à ce carrefour de ma vie. Je sais que je suis morte il y a 31 ans. C'était un mardi normal. Nous ne nous sommes même pas dit au revoir correctement. Il était pressé de partir au travail. Je préparais le petit déjeuner pour Hugo, qui boudait devant son bol de flocons d'avoine. « Ah ce soir, mon étoile !» lança Noé en fermant la porte. C'était notre petite blague. Il m'appelait son étoile depuis le premier jour où nous nous étions rencontrés, quand il avait appris que mon nom, Solange, lui faisait penser au soleil. Il pleuvait ce jour-là. La route était glissante. Un camion dévia sur la voie opposée, et en un instant, ma vie fut divisée en un avant et un après. On m'a appelé au travail. Je me souviens que je tenais une éprouvette avec un échantillon de sang pour analyse quand le téléphone a sonné, et comment l'éprouvette a glissé de mes doigts quand j'ai entendu la nouvelle. J'avais vu des centaines de corps à l'Institut médico-légal, mais je n'aurais jamais pensé y voir mon mari. Noé était allongé sous un drap blanc, l'air si paisible, comme s'il dormait. Seule une égratignure sur sa tempe et l'angle étrange de son cou révélaient la vérité. Mon collègue, le docteur Lambert, m'a proposé d'identifier le corps pour moi, mais j'ai insisté. J'étais technicienne de laboratoire à l'IML. Je connaissais la procédure. Je n'aurais juste jamais pensé être de l'autre côté. Hugo avait 5 ans, trop jeune pour comprendre pleinement ce qui s'était passé, mais assez âgé pour sentir le vide laissé par son père. « Quand est-ce que papa revient ?» demandait-il chaque jour pendant les premières semaines. Finalement, les questions ont cessé, et ce silence fut le pire. Financièrement, nous gardions à peine la tête hors de l'eau. Mon salaire de technicienne était stable, mais modeste. L'assurance de Noé a aidé à payer les funérailles et une partie du prêt immobilier, mais ce n'était pas assez. J'ai commencé à travailler le soir à la maison de retraite du Val ensoleillé, 3 soirs par semaine, puis 5. Ma voisine, Madame Dubois, accepta de garder Hugo pendant que je travaillais. Mes journées devinrent une série sans fin de tâches. Debout à 5 heures du matin, préparation du petit déjeuner et du déjeuner pour Hugo, travail à l'IML de 8 heures à 17 heures, puis soit directement à la maison, soit à la maison de retraite jusqu'à 22 heures, suivi de la vérification des devoirs d'Hugo, de la lessive, du ménage et de la préparation du dîner. Je m'endormais généralement après minuit, pour tout recommencer quelques heures plus tard. Il y a eu des moments de profond désespoir. Je me souviens d'un hiver où Hugo a eu une pneumonie. Il avait 7 ans, et son état s'aggravait de jour en jour. Le médecin a insisté pour qu'il soit hospitalisé, mais notre assurance ne couvrait pas la totalité des frais de traitement. J'ai dû mettre mon alliance au mont-de-piété, la seule chose de valeur qui me restait. Hugo est resté à l'hôpital pendant 10 jours, et je suis restée à son chevet chaque minute de libre que j'avais, m'endormant souvent sur ma chaise. Le directeur de l'IML, comprenant ma situation, m'a permis de prendre un congé sans solde. Mais cela signifiait que nous avons vécu ce mois-là avec mon seul salaire de la maison de retraite. Quand Hugo est sorti, il était faible et pâle, mais hors de danger. Cette nuit-là, après l'avoir mis au lit, je me suis autorisée à pleurer pour la première fois depuis des jours, de soulagement, d'épuisement et de peur de l'avenir. Mais le matin, je me suis levée, je me suis lavé le visage et j'ai continué la lutte. Je n'ai même pas pensé à ma vie personnelle. Il y a eu, bien sûr, des hommes qui ont montré de l'intérêt.
un collègue du laboratoire, un veuf de la maison d'Axe en grave côté, même le fils d'une des patientes de la maison de retraite. Mais chaque fois, je trouvais une raison de refuser. Parfois c'était parce que j'étais occupée, parfois parce que je ne voulais pas introduire une nouvelle personne dans la vie d'Hugo, mais le plus souvent, c'était simplement un manque d'énergie pour une nouvelle relation. Après le travail, les soins de la maison et de mon fils, je n'avais même plus l'énergie de lire un livre, encore moins d'aller à des rendez-vous. Ma mère, qui venait nous rendre visite une fois par an depuis la Côte d'Azur, disait constamment « Solange, tu es encore une jeune femme. Tu dois refaire ta vie. » Mais qu'en savait-elle? Elle s'était mariée à 18 ans, n'avait jamais travaillé, et après la mort de mon père, elle a rapidement trouvé un nouveau mari qui lui a assuré une vieillesse confortable. Son monde était aussi éloigné du mien que la lune de la terre. Hugo était un enfant difficile. À l'école primaire, il avait des problèmes de concentration. Ses professeurs nous ont conseillé de voir un psychologue, mais c'était une dépense supplémentaire que nous ne pouvions pas nous permettre. À la place, je lui faisais faire ses devoirs le soir, l'aidant en lecture et en mathématiques. Au collège, les problèmes de comportement ont commencé. Il a fréquenté les mauvaises personnes et a commencé à sécher les cours. Un jour, j'ai reçu un appel de la police. Hugo et 2 de ses amis avaient été surpris en train de voler un vélo. J'ai réussi à convaincre le propriétaire de ne pas porter plainte, promettant qu'Hugo travaillerait pour payer les dommages. Pendant 2 mois, il a aidé dans un magasin de vélos après l'école, lavant les sols, rangeant les étagères et apprenant à réparer les vélos. Ce fut un tournant. Le propriétaire du magasin, Monsieur Fournier, a pris Hugo sous son aile. Sous son influence, mon fils a commencé à changer, devenant plus responsable et prenant ses études plus au sérieux. À la fin du lycée, Hugo s'était transformé en un jeune homme déterminé avec des projets clairs pour l'avenir. Il voulait faire une école de commerce et devenir financier. Ses notes étaient assez bonnes pour obtenir une bourse partielle, mais ce n'était pas suffisant. Payer ses études est devenu notre nouvel objectif. J'ai pris une 2e hypothèque sur la maison, augmenté mes heures à la maison de retraite et commencé à prendre des gardes supplémentaires à l'IML. Chaque euro qui n'était pas dépensé pour des besoins essentiels allait à l'éducation d'Hugo. L'été avant ses études, il a également travaillé dans le même magasin de vélos et dans une station de lavage de voitures. Ensemble, nous avons réussi à économiser assez pour sa première année. Les 4 années d'études ont été un marathon de survie. Hugo vivait sur le campus, ne rentrant à la maison que pour les vacances et les pauses estivales. Je continuais à travailler à 2 endroits, lui envoyant de l'argent chaque mois. Il travaillait aussi à temps partiel comme serveur, assistant de bibliothèque et tuteur pour les étudiants plus jeunes. D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi. Quand Hugo a obtenu son diplôme avec mention, j'étais assise dans l'amphithéâtre, sentant des larmes de fierté couler sur mes joues. C'était notre succès commun, notre victoire partagée sur les circonstances. Il était la première personne de notre famille à obtenir un diplôme universitaire. Après ses études, Hugo a décroché un stage dans une société d'investissement à Lille. Le salaire était modeste, mais c'était un début. Il a loué un petit appartement en ville, même si je lui avais proposé de rester chez moi. Je dois construire ma propre vie, maman, m'a-t-il dit. À l'époque, j'ai compris et n'ai pas insisté, même si la maison semblait vide sans lui. La carrière d'Hugo a décollé rapidement. Après 3 ans comme stagiaire, il a été embauché comme analyste junior, puis analyste senior, et à 30 ans, il était gestionnaire de clientèle. Son salaire a augmenté, et il a commencé à me proposer une aide financière, mais j'ai toujours refusé. « Tu as gagné cet argent, il est à toi », disais-je. En fait, il était important pour moi de conserver mon indépendance, même si cela signifiait une vie plus modeste. Quand j'ai eu 57 ans, j'ai commencé à penser à la retraite. 40 ans dans un institut médico-légal, c'est long, et le travail commençait à peser sur ma santé. J'avais des problèmes de dos à force de rester debout à la paillasse pendant des heures. La peau des mains sèche à cause du contact constant avec les produits chimiques, et une fatigue chronique due aux gardes de nuit. Le docteur Lambert, qui était maintenant le médecin légiste en chef, m'a conseillé de prendre ma retraite anticipée. « Solange, tu en as assez fait. Prends soin de toi. » J'avais prévu de travailler jusqu'à 65 ans pour maximiser mes droits à la retraite. Mais à 61 ans, j'ai eu un léger AVC, en plein travail. Rien de grave. Juste un engourdissement temporaire du bras gauche et de légers vertiges. Les médecins ont appelé cela un avertissement. Après 2 semaines d'arrêt, je suis retournée à mon poste, mais je savais que mon temps à l'IML touchait à sa fin. À 62 ans,
J'ai pris ma retraite de l'IML mais j'ai continué à travailler à temps partiel à la maison de retraite. Ma pension était décente, mais pas luxueuse. De plus, la maison nécessitait des investissements constants. Le toit fuyait, le système de chauffage fonctionnait mal et la plomberie devait être remplacée. J'ai commencé à économiser de l'argent pour ces réparations, prévoyant de m'y attaquer quand j'en aurais assez. Ma relation avec Hugo a changé pendant ces années. Il a commencé à venir moins souvent, et nos conversations sont devenues plus courtes. Je comprenais qu'il avait sa propre vie, sa carrière et ses amis, mais parfois, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il s'éloignait, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Quand Hugo a eu 35 ans, il m'a présenté Céleste. Elle était belle, éduquée, et comme il s'est avéré, d'une famille riche. Je l'aimais bien. Elle avait une sincérité qui manque si souvent aux jeunes d'aujourd'hui. Mais quand j'ai appris pour sa famille, j'ai ressenti un vague malaise. Les Lafontaine appartenaient à un cercle de la société auquel les gens comme moi n'appartenaient pas. Néanmoins, j'étais heureuse pour mon fils. Il semblait heureux avec Céleste, plus détendu que je ne l'avais vu depuis longtemps. Quand ils ont annoncé leur fiançailles, j'ai été l'une des premières personnes qu'ils ont informées. Et c'est là que j'ai décidé de leur donner l'argent que j'avais économisé pour les réparations de la maison. À ce moment-là, j'avais 37 000 € sur mon compte, de l'argent que j'avais mis de côté à raison de 5 cents à 600 € par mois sur ma retraite et mon salaire de la maison de retraite. C'était mon avenir, mon filet de sécurité. Mais j'ai décidé que l'avenir de mon fils était plus important. L'argent pourrait être leur capital de départ ou payer la lune de miel dont ils rêvaient. Je n'ai pas parlé de mes plans à Hugo. Je voulais lui faire la surprise au mariage. J'imaginais leur tendre l'enveloppe avec le chèque. Comme il serait surpris et ravi. Cette pensée m'a soutenue lorsque je me suis privée de nouveaux vêtements ou d'une sortie au restaurant pour économiser 100 € de plus. Et maintenant, après l'invitation avec la note humiliante, après la conversation avec Hugo qui me conseillait de ne pas dramatiser, je suis restée éveillée, pensant à toutes ces années de sacrifice. Tous ces moments où j'ai fait passer ses besoins avant les miens. Je ne le regrettais pas. C'est mon fils, et je l'aime plus que la vie elle-même. Mais pour la première fois, je me suis demandé, et si je m'étais trompée? Et si, en sacrifiant tout pour lui, je l'avais involontairement élevé à s'attendre à ce que ses sacrifices soient quelque chose de normal? Le matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Me sentant étrangement déterminée, j'ai appelé la banque et pris rendez-vous pour 10 heures. Puis j'ai sorti mon plus beau tailleur du placard, bleu marine avec un chemisier blanc, que je ne portais que pour les grandes occasions. Je voulais avoir l'air posée et confiante pour ce que j'allais faire. J'ai été accueillie à la banque par un jeune directeur nommé Julien. Il a semblé surpris quand je lui ai expliqué que je voulais clôturer mon compte d'épargne et transférer l'argent sur un nouveau compte d'investissement. Madame Moreau, vous êtes sûre? Cet argent est sur votre livret d'épargne depuis très longtemps. Absolument sûre, ai-je répondu. Je veux que cet argent travaille pour moi, pas qu'il dorme à la banque. Julien a commencé à m'expliquer diverses options d'investissement, les risques et les rendements potentiels. J'ai écouté attentivement, posé des questions et pris des notes. Finalement, nous avons choisi un portefeuille d'investissement conservateur axé sur un revenu stable. À quoi comptez-vous utiliser l'argent, si ce n'est pas indiscret? Demanda Julien en remplissant les papiers. Pour moi, ai-je répondu. Et pour la première fois depuis longtemps, ces mots ne m'ont pas fait sentir coupable. En sortant de la banque, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement, comme si un lourd poids avait été enlevé de mes épaules. J'ai décidé de me promener dans le parc voisin. Il faisait beau, et une brise fraîche faisait bruire les feuilles tombées. Je me suis assise sur un banc près de l'étang et j'ai sorti mon téléphone. J'avais 3 appels manqués d'Hugo et un message de Céleste me demandant si nous pouvions nous voir pour parler. Je n'ai pas rappelé tout de suite. À la place, j'ai ouvert mes notes et commencé à faire une liste. Ce que je veux faire pour moi, ai-je écrit en titre. La liste comprenait des choses que je rêvais de faire depuis longtemps mais que j'avais toujours reportées. Réparer le toit et le système de chauffage, faire un voyage en Irlande, d'où venaient mes ancêtres, prendre des cours de photographie, c'est à quoi je pensais depuis des années, refaire ma garde-robe, peut-être même acheter une nouvelle voiture pour remplacer ma vieille, qui avait déjà 15 ans. Quand la liste fut prête, j'ai ressenti une étrange excitation, semblable à ce que j'avais ressenti dans ma jeunesse quand la vie semblait pleine de possibilités. Ce n'est pas que j'avais soudainement décidé de dépenser toutes mes économies en divertissement. Non, j'étais toujours la pratique Solange Moreau, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, je m'autorisais à penser à mes propres désirs plutôt qu'aux besoins des autres.
J'ai ouvert le message de Céleste et écrit une réponse. Chère Céleste, je suis occupée à réévaluer certaines de mes priorités dans la vie en ce moment. Parlons-nous dans quelques jours, quand je serai prête. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et je suis restée assise près de l'étang un peu plus longtemps, à regarder les canards s'affairer sur l'eau. Je me suis souvenu comment le petit Hugo et moi venions ici pour leur donner du pain. Comment il riait quand il lui arrachait les morceaux des mains. À l'époque, il semblait que son bonheur était la seule chose qui comptait. Maintenant, je réalisais que mon bonheur était important aussi. En rentrant chez moi, je savais que ma décision de ne pas aller au mariage et de ne pas donner l'argent resterait inchangée. Ce n'était pas de la vengeance ou une tentative de punir Hugo et la famille Lafontaine. C'était une affirmation de ma dignité, de mon droit à être apprécié et respecté. Et si cela signifiait refuser un événement où je n'étais pas désirée, alors qu'il en soit ainsi. À la maison, je me suis assise à table et j'ai écrit une courte lettre à mon fils. Cher Hugo, j'ai décidé de ne pas assister à ton mariage. Ce n'est pas un caprice ou une tentative de compliquer les choses. C'est mon choix, basé sur le respect de moi-même. J'ai passé toute ma vie à m'occuper de toi, et je n'ai aucun regret. Mais maintenant, il est temps de m'occuper de moi. Je t'aime et je vous souhaite, à toi et à Céleste, tout le bonheur du monde. Maman. Je n'ai pas envoyé la lettre tout de suite. Je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau, décidant d'attendre quelques jours. Peut-être que mes sentiments changeraient. Mais au fond de moi, je savais que la décision était déjà prise. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était une décision que j'avais prise entièrement pour moi. Le jour qui devait être l'un des plus importants de la vie de mon fils a commencé pour moi comme d'habitude, avec l'odeur du café et le son des informations matinales à la radio. Je me suis réveillée à 5h30 par vieille habitude. Même si je n'avais nulle part où me presser, je suis restée allongée quelques minutes, à regarder le plafond, à écouter le tic-tac de la vieille horloge du salon et le bruissement des feuilles dehors. Le temps était parfait. Un ciel dégagé, une légère brise, la chaleur d'un début de journée d'automne. Un temps idéal pour un mariage. Mariage. Le mot résonnait amèrement quelque part sous mes côtes. Aujourd'hui, mon fils unique se marie, et je ne serai pas là. Je ne le verrai pas debout devant l'autel. Je n'entendrai pas ses vœux. Je ne lèverai pas un verre à leur bonheur. Tout ça à cause d'une phrase écrite d'une écriture élégante au dos de l'invitation. Malheureusement, votre présence ne cadre pas avec le style de notre réception. J'ai basculé mes jambes hors du lit, trouvé mes pantoufles et me suis traînée jusqu'à la cuisine. J'ai allumé la cafetière et sorti le gâteau de la veille de la boîte à pain. Je n'avais pas envie de manger, mais je savais que je devais garder mes forces. La journée allait être longue. Après le petit déjeuner, j'ai décidé de faire un grand ménage de printemps, une activité qui m'a toujours aidé à gérer l'anxiété. J'ai allumé mon vieux tourne-disque, mis un album d'Aretha Franklin et me suis mise au travail. La poussière sur les étagères, les magazines éparpillés, les fenêtres qui n'avaient pas été lavées depuis des lustres. Tout avait besoin d'attention. À 8h, la cuisine brillait, et je suis passée au salon. Le téléphone a sonné alors que je dépoussiérais les cadres photos sur la cheminée. L'écran affichait le nom de ma vieille amie Olivia Leroy, avec qui j'avais travaillé à l'IML pendant près de 20 ans. Solange, ma chérie, comment vas-tu? Sa voix semblait inquiète. Ce n'est pas le mariage d'Hugo aujourd'hui. Si, Olivia. J'ai pressé le téléphone contre mon épaule et continué à essuyer le cadre avec une photo du petit Hugo en maillot de baseball à 3 ans. Et tu n'as pas changé d'avis? Tu n'y vas vraiment pas? J'ai soupiré. Olivia était l'une des rares personnes à qui j'avais parlé de la note sur l'invitation et de ma décision. Non, je n'ai pas changé d'avis. Je ne vais pas être quelque part où on m'a dit en termes clairs que je n'étais pas la bienvenue. Mais c'est le mariage de ton fils. Olivia n'a jamais été connue pour son tact. Tu le regretteras plus tard. Peut-être, ai-je dit en remettant la photo à sa place. Mais je regretterai encore plus si j'y vais et que je passe toute la soirée à sentir les regards jugeurs de Béatrice Lafontaine et de ses amis. Non merci. Qu'est-ce qu'Hugo en dit? Rien de nouveau. Il pense que je dramatise, que sa future belle-mère est juste de la vieille école et qu'elle attache trop d'importance au statut social. Peut-être que c'est le cas, suggéra prudemment Olivia. Peut-être. Mais ça ne change rien au fait qu'elle a écrit cette note. Et au lieu de prendre mon parti, Hugo essaie d'arrondir les angles. Après avoir parlé à Olivia, j'ai continué à nettoyer, mais avec moins d'enthousiasme. Ces mots avaient touché une corde sensible. Peut-être que j'étais égoïste, après tout.
Peut-être que je devrais ravaler ma fierté pour le bien de mon fils. À 10h30, ma sœur Edith a appelé. Tu te prépares? Demanda-t-elle sans préambule. Je passe dans 1 heure. On pourra s'aider pour nos coiffures. Edith ne savait pas pour ma décision. Nous n'étions pas particulièrement proches. Elle vivait à Strasbourg et ne venait à Lille que pour les grandes occasions, comme le mariage de son neveu. Edith, je ne vais pas au mariage, ai-je dit sans détour. Il y eut une longue pause. Comment ça, tu n'y vas pas? Tu es malade? Non, je vais bien. J'ai juste décidé de ne pas y assister. Solange, tu as perdu la tête? C'est le mariage d'Hugo, ton fils unique. Je lui ai expliqué la situation, la lettre, ma conversation avec Hugo, ma décision. Edith a écouté en silence, ne m'interrompant qu'occasionnellement par des exclamations de surprise. Tu sais ce que je pense, dit-elle quand j'eus fini. Je pense que tu devrais aller à ce mariage la tête haute. Mets ta plus belle robe, sois éblouissante, et montre à cette Béatrice qu'on ne te brise pas si facilement. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, Edith. Il s'agit de respect de soi. Je ne veux pas être quelque part où on ne me respecte pas. Mais ce n'est pas le mariage de Béatrice. C'est celui de ton fils. Un mariage que Béatrice a organisé, qui aura lieu dans leur domaine selon leurs règles parmi leurs invités. Et tu vas juste rester à la maison, seule, pendant que ton fils se marie. Oui, c'est exact, ai-je répondu fermement. Je serai à la maison, à m'occuper de mes affaires et à leur souhaiter du bonheur de loin. Edith renifla. Eh bien, c'est ton choix, mais je pense que tu fais une erreur. Après avoir parlé à ma sœur, j'ai dû m'asseoir. Mes mains tremblaient et des doutes tourbillonnaient dans ma tête. Peut-être qu'Edith avait raison. Peut-être que je devrais être plus déterminée et y aller pour Hugo, sinon pour moi. Je me suis dirigée vers l'armoire de ma chambre et l'ai ouverte. Là, était suspendue la robe vert foncé que j'avais achetée spécialement pour le mariage. Elle était élégante, avec des manches longues et un décolleté modeste, assez habillée pour l'occasion, mais pas trop chic. À côté se trouvait une paire de chaussures neuves à talons bas. J'avais même commandé une broche spéciale, en argent en forme de lys, la fleur préférée d'Hugo quand il était enfant. J'ai passé ma main sur le tissu doux de la robe. Tant d'espoir, tant de projets étaient liés à ce jour. Et puis, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était le numéro d'Hugo. J'ai hésité avant de répondre, mais j'ai quand même appuyé sur le bouton vert. Maman. Sa voix était tendue. Où es-tu? La cérémonie est dans 4 heures, et tu n'es même pas encore là. Hugo, nous en avons discuté. Je ne viens pas au mariage. Maman, s'il te plaît. Sa voix semblait désespérée. Ne fais pas ça. Pas aujourd'hui. Je suis désolée que ça se passe comme ça, ai-je dit sincèrement. Mais ma décision reste inchangée. Tu te rends compte de ce que ça donne? La mère du marié qui ne vient pas au mariage. Les gens demandent déjà où tu es. Qu'est-ce que je suis censée leur dire? La vérité, ai-je répondu, que ta mère a reçu une invitation avec une note disant qu'elle ne cadrait pas avec l'événement et qu'elle a décidé de respecter les souhaits de l'organisatrice. Maman, ce n'est pas juste. Béatrice s'est excusée et a envoyé une nouvelle invitation. Que je n'ai pas reçue. Et il ne s'agit même pas de l'invitation, Hugo. C'est la façon dont tu as réagi à toute cette situation. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Annuler le mariage? Non, bien sûr que non. Mais tu aurais pu prendre mon parti. Tu aurais pu dire à Béatrice que si ta mère ne cadre pas à leur événement, alors peut-être qu'il devrait reconsidérer le format de l'événement. Ce n'est pas réaliste, et tu le sais. Sa voix était maintenant teintée d'irritation. Tout est déjà organisé. Les invitations ont été envoyées. Les invités ont confirmé leur présence. Ce n'est pas une fête qu'on peut annuler ou reporter. C'est mon mariage, maman. Je sais, ai-je dit doucement. Et je te souhaite du bonheur, mais je ne viendrai pas. Après avoir parlé à Hugo, je me sentais anéantie. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes. Au lieu de cela, j'ai continué machinalement à nettoyer, passant d'une pièce à l'autre, dépoussiérant, passant l'aspirateur sur les tapis et essuyant les miroirs. Le travail physique m'aidait à ne pas penser. À midi, j'ai fait une pause et me suis préparé un déjeuner léger, une salade et un sandwich à la dinde. Je n'avais pas envie de manger, mais je me suis forcée. Ensuite, je me suis assise dans un fauteuil avec un livre, mais je ne pouvais pas me concentrer sur le texte.
Mes pensées revenaient sans cesse à Hugo, au mariage, à ce qui se passait au domaine des Lafontaine. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma cousine de Paris, une ancienne collègue de l'IML, même l'ancienne professeure d'Hugo, Madame Lemoine, qui avait appris la situation d'une manière ou d'une autre. Elle disait tout à peu près la même chose. Je devrais oublier ma fierté et aller au mariage pour le bien de mon fils. À 14 heures, j'ai éteint mon téléphone. Je me suis assise près de la fenêtre du salon avec une tasse de thé et j'ai regardé la rue. De l'autre côté de la rue vivait la famille Donag avec leurs 3 enfants. Leur fille aînée, Lizzie, faisait faire du vélo à son petit frère Tom. Ils riaient, et le son s'entendait même à travers la fenêtre fermée. La vie continuait même si mon monde semblait s'être figé. À 15 heures, l'heure exacte où la cérémonie devait commencer, j'ai allumé la télé et commencé à zapper sans but. Il n'y avait rien d'intéressant, mais j'avais besoin de quelque chose pour noyer les pensées dans ma tête. Je me suis arrêtée sur un vieux film avec Katharine Hepburn, mais je ne pouvais pas suivre l'intrigue. Soudain, on a sonné à la porte. Je me suis figée, ne sachant que faire. C'était peut-être Hugo, ou peut-être qu'Edith avait décidé de passer après tout. Où était-ce un des voisins qui venait voir si j'allais bien? On a sonné à nouveau, et je me suis levée à contre-cœur du fauteuil. À travers le Judas, j'ai vu une jeune femme aux cheveux châtains relevée en un chignon désordonné. Elle portait une simple robe bleue et une veste en jean. C'était Camille, la fille de ma nièce Rachel. J'ai ouvert la porte, surprise de la voir. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. « Salut, Tati Solange » a-t-elle souri. « Je peux entrer ?» Je me suis écartée pour la laisser entrer. Camille avait 24 ans et travaillait comme infirmière dans un hôpital pour enfants à Amiens. Nous n'étions pas particulièrement proches, bien que je lui envoie toujours des cartes pour son anniversaire et pour Noël. « Tu ne devrais pas être au mariage ?» ai-je demandé en la conduisant à la cuisine. « Je devrais », a-t-elle haussé les épaules. « Mais j'ai décidé que je préférais être ici. » « Pourquoi ?» J'ai mis la bouilloire en marche. Camille s'est assise à table, posant son sac sur la chaise à côté d'elle. « Maman m'a raconté ce qui s'est passé avec la note sur l'invitation et ta décision. Et tu sais, je te comprends complètement. » Je l'ai regardée avec surprise. « Vraiment ? » « Oui », a-t-elle hoché la tête. « Au printemps dernier, j'étais dans une situation similaire. Mon amie Jen se mariait, et sa mère a décidé que je n'étais pas faite pour le mariage de sa fille parce que j'ai des tatouages. » Elle a retroussé sa manche pour révéler un magnifique dessin de fleurs sauvages sur son avant-bras. Elle a demandé à Jen de me dire que si je venais, je devais les couvrir et ne pas attirer l'attention. Tu sais ce que j'ai fait ? Quoi ? J'ai posé sa tasse de thé devant elle. Je n'y suis pas allée, et je ne le regrette pas. Jen a été blessée au début, mais ensuite elle a compris que je ne pouvais pas faire autrement. C'était une question de respect de soi. J'ai regardé cette jeune femme, si semblable à ma sœur Edith quand elle était jeune, et j'ai senti une chaleur se répandre en moi. Quelqu'un me comprenait. Quelqu'un voyait la situation à travers mes yeux. « Merci, Camille », ai-je dit sincèrement. « Tu n'as pas idée à quel point ton soutien compte pour moi. »« De rien, Tati Solange », a-t-elle dit en prenant une gorgée de son thé. « En plus, je ne voulais pas que tu sois seule aujourd'hui. Alors je suis là, et j'ai un plan. Et si on préparait quelque chose de délicieux et qu'on regardait de vieux films? Ou on pourrait aller au parc? Il fait un temps magnifique aujourd'hui. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes pour la première fois de la journée. « Ce serait merveilleux », ai-je dit en essayant de cacher le tremblement dans ma voix. « Finissons d'abord notre thé. » Nous nous sommes assises dans la cuisine, et Camille a parlé de son travail, de ses patients, de ses collègues. Elle parlait avec animation et humour, et j'ai senti la lourdeur dans ma poitrine commencer à se dissiper. Je ne verrais peut-être pas mon fils prononcer ses vœux, mais je n'étais pas seule. J'avais cette fille formidable qui avait sacrifié son samedi après-midi pour tenir compagnie à une parente âgée. Après le thé, nous avons décidé de faire des biscuits. Finalement, Camille s'est avérée être une assez bonne aide en cuisine, même si elle a avoué qu'elle mangeait habituellement des plats préparés. Nous avons pétri la pâte, découpé des formes et les avons saupoudrées de cannelle et de sucre. L'odeur de la cuisson a rempli la maison, surpassant même l'arôme familier du citron et de la cannelle. Quand la première fournée de biscuits était au four, Camille a sorti son téléphone. « Tati Solange, tu sais ce qui se passe au mariage ?» demanda-t-elle prudemment. J'ai secoué la tête. « Non. Et pour être honnête, je ne suis pas sûre de vouloir savoir. »
Certains invités postent des photos sur les réseaux sociaux, a-t-elle dit en me montrant l'écran de son téléphone. Regarde. J'ai jeté un coup d'œil à contre-cœur à l'écran. Il y avait une photo d'une arche couverte de fleurs dans un jardin où la cérémonie avait apparemment lieu. Des roses blanches et roses, des rubans, des pendentifs en cristal reflétant la lumière du soleil. C'était vraiment magnifique. Et en voici une autre. Camille a fait glisser son doigt sur l'écran, me montrant une autre photo. Elle montrait des tables couvertes de nappes blanches, avec des centres de table faits des mêmes roses et de bougies, des couverts exquis, des verres en cristal et des cartons avec les noms des invités. On aurait dit une scène sortie d'un magazine de mariage de luxe. C'est magnifique, ai-je dit d'un ton neutre. Et voici Hugo. Camille m'a montré la photo suivante. Mon cœur s'est serré. Mon fils se tenait devant l'autel dans un costume gris parfaitement taillé, avec une fleur blanche à la boutonnière. Il avait l'air tendu mais essayait de sourire pour la photo. Et voici la mariée, a-t-elle dit, me montrant une autre photo. Céleste était magnifique dans sa robe blanche avec des empiècements en dentelle et un long voile. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élaboré décoré de fleurs fraîches. Elle rayonnait de bonheur. Ils vont bien ensemble, a dit Camille. Oui, ai-je convenu, ressentant un étrange mélange de fierté et de tristesse. C'est un beau couple. Et voici une photo de groupe de la famille du marié. Camille m'a montré la photo suivante et s'est immédiatement mordu la lèvre. Oh, je suis désolée. La photo montrait Hugo, ses cousins, ma sœur Edith avec son mari, et plusieurs autres parents. Tout le monde souriait, mais j'ai remarqué un espace vide à côté d'Hugo, la place où j'aurais dû être. Ce n'est rien, ai-je dit, même si ce n'était pas vrai. J'ai fait mon choix. Tu veux en voir plus? Demanda Camille. J'ai hésité. Une partie de moi voulait en voir le plus possible, connaître tous les détails, ne pas manquer un seul moment, mais une autre partie de moi savait que cela ne ferait qu'aggraver la douleur. Non, je pense que ça suffit, ai-je dit en lui rendant le téléphone. Allons voir les biscuits. Nous avons passé la soirée à regarder une vieille comédie que Camille a trouvée dans ma collection de DVD. Nous avons mangé des biscuits, bu du thé, et j'ai essayé de ne pas penser à ce qui se passait au domaine des Lafontaine, de ne pas penser à la première danse des mariés, au gâteau, au toast. De ne pas penser à mon fils unique vivant le jour le plus important de sa vie sans moi. Vers 21h, Camille a commencé à se préparer à rentrer. Elle devait encore retourner à Amiens, et elle avait une garde tôt le lendemain à l'hôpital. Merci, ai-je dit en la serrant dans mes bras à la porte. Tu n'as pas idée de ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. De rien, Tati Solange, m'a-t-elle serré en retour. Je suis contente d'avoir pu être avec toi. Et tu sais quoi? Je suis fière de toi. Ce n'est pas facile de se défendre, surtout quand tout le monde autour de toi dit que tu as tort. Après le départ de Camille, je suis restée assise en silence pendant un moment. Puis j'ai décidé de rallumer mon téléphone, que j'avais éteint pendant la journée. Immédiatement, des notifications d'appels manqués et de messages ont commencé à affluer. Hugo avait appelé 6 fois. Edith avait appelé 4 fois. Il y avait des appels d'autres parents et amis. J'ai ouvert les messages. La plupart exprimaient leur inquiétude et leur confusion quant à mon absence. Certains étaient ouvertement critiques, mais il y en avait un qui m'a fait me figer. C'était de Céleste. Solange, je comprends votre décision et je la respecte. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais été d'accord avec la note que ma mère a écrite. Je suis désolée que les choses se soient passées ainsi. Hugo est très contrarié par votre absence, même s'il essaie de ne pas le montrer. J'espère qu'un jour nous pourrons repartir de zéro. Sincèrement, Céleste. J'ai relu le message plusieurs fois. Il n'y avait aucune accusation, seulement de la reconnaissance et du respect pour mon choix. Peut-être que je m'étais trompée sur Céleste. Peut-être qu'elle n'avait vraiment rien à voir avec cette note maudite. Enfin, j'ai ouvert un message d'Hugo envoyé il y a une demi-heure. Maman, je sais que tu n'approuves pas mon choix et que tu es blessée par Béatrice. Mais aujourd'hui, j'ai épousé la femme que j'aime, et je suis vraiment désolée que tu n'aies pas été là. J'espère que tu as au moins vu les photos sur les réseaux sociaux. Appelle-moi quand tu seras prête à parler. J'ai fermé les messages et rangé mon téléphone. Puis je suis allée à la fenêtre. La nuit était claire et étoilée. Quelque part là-bas, au domaine des Lafontaine, la réception de mariage touchait à sa fin. Mon fils était maintenant un homme marié. Il commençait une nouvelle vie, une vie dans laquelle il y aurait peut-être moins de place pour moi.
Mais étrangement, au lieu de l'amertume, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Oui, j'avais manqué un jour important. Oui, j'avais peut-être blessé Hugo en n'étant pas là. Mais je m'étais défendue. Et peut-être que c'était la leçon la plus importante que je pouvais enseigner à mon fils. Ne jamais laisser les autres définir sa propre valeur. Je me suis éloignée de la fenêtre et me suis dirigée vers la chambre. Demain serait un nouveau jour, et je devrais décider comment construire une relation avec mon fils et sa nouvelle famille à la lumière de tout ce qui s'était passé. Mais aujourd'hui, je voulais juste me reposer, sachant que j'avais fait mon choix et que j'étais prête à assumer les conséquences. 2 semaines passèrent comme un seul jour. Après le mariage d'Hugo et Céleste, je m'installai dans ma routine habituelle. Café du matin, lecture, jardinage, soirée avec un livre ou la télé. Seulement maintenant, à ces activités s'ajoutaient de longues réflexions sur l'avenir et de rares mais émotionnellement chargées conversations téléphoniques avec des parents qui, tour à tour, me condamnaient pour ne pas avoir assisté au mariage ou exprimaient leur compréhension. Hugo n'appelait pas. Je savais par Edith que les jeunes mariés étaient partis en lune de miel aux Maldives. Un cadeau des parents de Céleste, 2 semaines de vacances dans un bungalow sur pilotis avec un majordome personnel et toutes les commodités imaginables. Céleste postait des photos sur les réseaux sociaux, et Camille me les transmettait parfois malgré mes protestations. Je regardais ces photos avec des sentiments mitigés, la joie pour mon fils mêlée à l'amertume de la prise de conscience du fossé grandissant entre nous. Un soir, j'étais assise sur la terrasse arrière, regardant le coucher de soleil et sirotant un thé à la menthe, quand le téléphone a sonné. C'était Hugo. Mon cœur s'emballa, mais j'essayais de rester calme en répondant à l'appel. « Salut, maman !» Sa voix semblait lointaine, avec un léger écho caractéristique des appels internationaux. « Comment vas-tu ?»« Bonjour, Hugo. Je vais bien. Comment se passent tes vacances ?»« Incroyable. Nous rentrons après-demain. Je me disais qu'on pourrait peut-être passer dîner jeudi soir. Je ne m'attendais pas à une telle offre. Après tout ce qui s'était passé, j'étais préparée à une longue période de tension ou même à une rupture complète de notre relation. Bien sûr, répondis-je après une pause. 19 heures. Super. Et maman, hésita-t-il, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Quand la conversation prit fin, je restai assise longtemps, pensant à ces mots. Beaucoup de choses à nous dire. Quoi exactement? Mon absence au mariage, ma relation avec Béatrice Lafontaine, ou était-ce juste une façon de dire que nous devions travailler sur notre relation? Le jeudi, je passai toute la journée à préparer leur arrivée. Je fis un rôti de bœuf, le plat préféré d'Hugo depuis son enfance, une tarte aux pommes, et je mis la table dans le salon avec la porcelaine que je n'utilisais que pour les grandes occasions. J'achetai même un bouquet de fleurs fraîches, des lys blancs et des delphiniums bleus, qui étaient magnifiques dans un vieux vase en cristal hérité de ma mère. À 19 heures précises, on sonna à la porte. Hugo et Céleste se tenaient sur le seuil, tous deux bronzés et reposés. Hugo tenait une bouteille de vin, et Céleste une petite boîte emballée dans du papier cadeau. Maman, Hugo me serra dans ses bras, et je sentis la tension des dernières semaines s'apaiser un peu. Tu as l'air en forme. Merci, mon chéri. Je me tournai vers Céleste. Bienvenue, Céleste. Bonjour, Solange. Elle sourit et me tendit la boîte. C'est pour vous, des Maldives. À l'intérieur se trouvait une magnifique boîte en bois exotique incrustée de nacre. Je les remerciai sincèrement et les invitai à table. Le dîner commença dans une atmosphère de retenue polie. Nous échangeâmes des banalités sur le temps, leur vol et comment s'était passée leur lune de miel. Céleste montra des photos sur son téléphone, des plages sans fin, des couchers de soleil, des récifs coralliens. Je hochais la tête et souriais, posais des questions, mais je sentais que nous évitions tous le sujet principal. Finalement, quand je servis le café et le gâteau, Hugo s'éclaircit la gorge et me regarda sérieusement. « Maman, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. » Je hochai la tête, prête pour cette conversation. « Bien sûr, Hugo. Ton absence au mariage, tout le monde l'a remarqué. J'ai dû expliquer aux gens pourquoi ma mère n'était pas là un jour aussi important. C'était désagréable. » J'écoutais en silence, comprenant ses sentiments mais pas prête à m'excuser pour ma décision. « Je comprends que tu aies été blessée par la note de Béatrice, » continua-t-il. « Mais il y avait une autre façon de gérer ça. Tu n'étais pas obligée d'en faire tout un drame. » Tout un drame. Je sentis la vieille blessure remonter en moi. « Hugo, on m'a demandé en termes clairs de ne pas venir à ton mariage. » Pas exactement, intervint Céleste, sa voix douce mais ferme.
Ma mère a bien écrit cette note malheureuse, et je le regrette sincèrement. Mais après notre conversation, elle a envoyé une nouvelle invitation. Que je n'ai pas reçue, fis-je remarquer. Parce que tu avais déjà pris ta décision, dit Hugo. Tu as décidé de ne pas venir et tu ne nous as même pas donné une chance de réparer les choses. Je pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. J'ai pris la décision que je pensais juste dans cette situation. Et il ne s'agit pas seulement de la note, Hugo. Il s'agit de la façon dont tu as réagi à tout ça. Tu m'as conseillé de ne pas en faire un drame au lieu de prendre mon parti. Hugo parut sincèrement surpris. J'essayais de trouver un compromis. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Annuler le mariage à cause d'une note? Non, bien sûr que non. Mais tu aurais pu faire comprendre à Béatrice que son comportement était inacceptable, que je suis ta mère, et que si je ne cadre pas dans leur événement, alors peut-être qu'il devrait reconsidérer le format de l'événement. Il y eut une pause tendue. Céleste fixait sa tasse, visiblement mal à l'aise. Hugo se frotta le front comme il le faisait toujours quand il était contrarié. D'accord, dit-il finalement. J'aurais peut-être pu gérer ça différemment, mais ce qui est fait est fait. Le mariage est passé. Céleste et moi sommes mariés, et maintenant nous devons aller de l'avant. Je hochai la tête, ressentant un certain soulagement face à son aveu. Je suis d'accord, et je suis contente que vous soyez venu aujourd'hui. C'est un pas important. Oui, mais il y a autre chose. Hugo échangea un regard avec Céleste, et je remarquai qu'elle hochait légèrement la tête, comme pour lui donner la permission de continuer. Maman, avant le mariage, tu as dit que tu avais des économies que tu mettais de côté depuis des années. Tu as laissé entendre que tu voulais nous faire un cadeau spécial. J'attendais cette conversation, mais je sentis quand même mon cœur s'accélérer. Oui, j'avais ces projets, répondis-je prudemment. Céleste et moi, nous comptions sur cet argent, continua Hugo. Nous avons déjà versé l'acompte pour la maison que nous voulons acheter. Nous comptions sur ton cadeau pour nous aider avec le reste de l'apport. Je sentis le sang quitter mon visage. Ils n'espéraient pas seulement mon cadeau. Ils avaient déjà dépensé l'argent avant même de le recevoir. Hugo, je suis désolé, mais j'ai pris une autre décision, dis-je en essayant de garder ma voix stable. J'ai décidé d'utiliser l'argent pour réparer la maison et peut-être faire un petit voyage pour moi. Le visage d'Hugo changea. La surprise fit place à la confusion, puis à la prise de conscience, et enfin à la colère. Quoi? Tu ne peux pas juste changer d'avis. Nous comptions sur cet argent. Je n'ai fait aucune promesse, Hugo, dis-je, ma voix restant calme, même si je tremblais intérieurement. C'étaient mes projets, dont je ne t'avais même pas parlé. Mais tu l'as laissé entendre. Tu as dit que tu avais des économies que tu voulais nous donner. Il haussa le ton. Hugo, s'il te plaît. Céleste posa sa main sur son épaule, mais il la repoussa. Non, Céleste. C'est important. Maman, tu te rends compte que nous avons déjà versé un acompte? Que nous comptions sur ton aide. De l'argent que tu as mis de côté pour moi. Ma voix était plus forte maintenant, aussi. De l'argent que j'ai économisé pendant des années, en me privant de tout. De l'argent que je prévois de dépenser pour réparer le toit, qui fuit chaque printemps, et pour un nouveau système de chauffage parce que la maison est froide en hiver. Et oui, j'allais te le donner avant de recevoir l'invitation avec une note disant que je ne cadrais pas à ton événement. Donc, c'est de la vengeance. Hugo me regarda avec méfiance. Tu n'es pas venu au mariage et maintenant tu refuses de nous aider avec la maison parce que tu es vexé par une stupide note. Ce n'est pas de la vengeance, Hugo, essayai-je de dire calmement. C'est une décision que j'ai prise en fonction de la façon dont tu me traites. Si je ne suis pas assez bien pour assister à ton mariage, pourquoi mon argent serait-il assez bien pour ta maison? Un lourd silence plana dans la pièce. Céleste avait l'air gêné, Hugo en colère et confus à la fois. Maman, tu as tout faux, dit-il finalement. Personne ne pense que tu n'es pas assez bien. Béatrice est juste. Elle est de la vieille école. Elle est habituée à un certain type de personne. Ça ne veut pas dire que Céleste et moi partageons ses opinions. Mais vous les acceptez. Je secouai la tête. Tu laisses ta belle-mère décider qui est digne d'assister à ton mariage et qui ne l'est pas. Et maintenant, tu es surpris que je prenne des décisions concernant mon propre argent. C'est complètement différent. Hugo frappa du poing sur la table, faisant sursauter les tasses. Un mariage, c'est un jour. Une maison, c'est notre avenir. L'avenir de tes petits-enfants potentiels.
Hugo, s'il te plaît. Céleste intervint à nouveau, cette fois avec plus d'insistance. Ne commençons pas. Non, Céleste. Je veux clarifier ça. Il se tourna vers moi. Maman, tu as toujours dit que mon bonheur était la chose la plus importante pour toi, que tu ferais n'importe quoi pour moi. Et maintenant, quand j'ai vraiment besoin de ton aide, tu me la refuses à cause d'une rancune. Ces mots me frappèrent plus durement que prévu. J'avais sacrifié toute ma vie pour Hugo. Et maintenant, il utilisait cela contre moi. J'ai tout sacrifié pour toi, Hugo, dis-je doucement. Ma jeunesse, mes rêves, la chance de construire une nouvelle famille après la mort de ton père. J'ai travaillé à 2 endroits pour que tu puisses faire des études. J'ai économisé chaque euro supplémentaire pour que tu puisses avoir une vie meilleure que la mienne. Et je ne l'ai jamais regretté. Mais maintenant, je pris une profonde inspiration. Maintenant, je vois que tu prends tous ces sacrifices pour acquis. Que attends-tu de moi? Que je continue à me sacrifier même quand tu laisses les autres m'humilier. Personne ne t'a humilié, s'exclama Hugo. C'était juste une stupide note. Il ne s'agit pas de la note, Hugo. Je secouai la tête. Il s'agit de la façon dont tu as réagi. De la façon dont tu ne m'as pas défendu. De la façon dont tu penses que c'est normal de me demander de l'argent après tout ça. Je ne te demande pas d'argent. Sa voix tremblait de colère. Je te rappelle que tu allais me le donner. Et j'ai changé d'avis, dis-je fermement. C'est mon droit. Hugo se leva de table si brusquement que la chaise faillit basculer. Tu sais quoi, maman? J'ai toujours pensé que tu étais la personne la plus altruiste que je connaissais, que mon bonheur était la chose la plus importante pour toi. Mais maintenant, je vois que ce n'est pas vrai. Tu es juste. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Tu es juste une femme égoïste qui ne peut pas laisser tomber de vieilles rancunes pour le bonheur de son propre fils. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je sentis les larmes monter à mes yeux, mais je les retins. Si être égoïste signifie me respecter et respecter mes décisions, alors oui, Hugo, je suis égoïste, dis-je calmement. Et je pense qu'il est temps pour vous de partir. Avec plaisir, il attrapa sa veste. Allons-y, Céleste. Céleste avait l'air confuse et malheureuse. Elle se leva mais ne le suivit pas tout de suite. Solange, commença-t-elle, mais Hugo avait déjà ouvert la porte d'entrée. Céleste, appela-t-il avec impatience. Je suis désolée, dit-elle rapidement et se dépêcha de suivre son mari. Quand la porte claqua, je restai assise à table, entourée de tartes à moitié mangées et de café froid. Les larmes que j'avais retenues coulaient maintenant librement sur mes joues. Je me sentais anéantie et étrangement libérée en même temps. Pour la première fois, j'avais dit non à Hugo pour quelque chose qui était vraiment important pour lui. Pour la première fois, j'avais fait passer mes intérêts avant les siens. Les jours suivants se passèrent en silence. Hugo n'appelait pas, n'écrivait pas, ne passait pas. Je n'essayais pas non plus de le contacter, réalisant que nous avions tous les deux besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé. Mais si je pensais que c'était la fin de l'histoire, je me trompais lourdement. Une semaine après notre dispute, Edith m'appela. Solange, qu'as-tu fait? Commença-t-elle sans me saluer. Hugo a appelé hier et m'a parlé de votre dispute. Il est furieux. Bonjour, Edith, répondis-je calmement. Oui, Hugo et moi avons eu un désaccord. Un désaccord? Il dit que tu as refusé de lui donner l'argent que tu avais promis pour leur maison. Ils ont déjà versé un acompte en comptant sur ton aide. Je ne leur ai jamais promis cet argent, Edith, dis-je. J'y ai pensé, mais après tout ce qui s'est passé avec l'invitation et le mariage, j'ai décidé de l'utiliser pour réparer ma propre maison. Solange, c'est mesquin. Edith a toujours été directe au point d'être impolie. Tu punis ton fils pour l'erreur de sa belle-mère. Je ne punis personne, Edith. Je prends des décisions concernant mon propre argent. Mais ils ont déjà versé l'acompte. Ils ont besoin de cet argent. Céleste a des parents riches, fis-je remarquer. Je suis sûre qu'ils aideront un jeune couple. Tu sais, Hugo a toujours été fier. Il ne veut pas leur demander. Alors peut-être qu'il n'aurait pas dû compter sur de l'argent qu'il n'avait pas encore reçu, répondis-je. Edith soupira si fort que je pus l'entendre à travers le téléphone. Solange, tu dois te réconcilier avec lui. C'est ton fils. Je sais, Edith, et je l'aime. Mais cette fois, je ne reculerai pas. Après ma conversation avec Edith, d'autres appels de parents suivirent.
Ma cousine Marthe pensait que je devrais pardonner à Hugo et lui donner l'argent. Mon neveu Jérémy proposa de servir de médiateur. Même ma vieille collègue Olivia appela pour dire qu'à son avis, la famille était plus importante que la fierté. Ils disaient tous la même chose. C'est ton fils. Tu dois céder. Mais plus j'y pensais, plus je devenais déterminée. J'avais cédé toute ma vie. J'avais toujours fait passer les besoins d'Hugo avant les miens. Et voici le résultat. Un fils qui tenait mes sacrifices pour acquis. 2 semaines après notre dispute, on frappa de manière inattendue à la porte. Céleste était là, seule. « Solange, je peux entrer ?» demanda-t-elle. « J'aimerais parler. » Je la laissai entrer, un peu surprise par sa visite. Nous nous assîmes dans le salon et je lui proposai du thé, qu'elle refusa poliment. « Hugo sait que tu es là ?» demandai-je. « Non », secoua-t-elle la tête. « Il est au travail et je préférerais qu'il ne soit pas encore au courant de ma visite. » Je hochai la tête, attendant qu'elle continue. « Solange, je suis venue m'excuser », commença Céleste. « Pour ma mère, pour la façon dont nous nous sommes tous comportés, et surtout pour la façon dont Hugo a réagi à votre conversation sur l'argent. » J'écoutais en silence, ne m'attendant pas à ce tournant. « Nous n'aurions pas dû compter sur votre argent sans une promesse directe, » continua-t-elle. C'était mal, et la réaction d'Hugo était injuste. « Merci de dire ça, Céleste, dis-je sincèrement. Ça compte beaucoup pour moi. Je veux que vous sachiez, dit-elle en me regardant droit dans les yeux, que je n'ai jamais partagé l'opinion de ma mère sur vous. J'ai toujours pensé que vous étiez une femme extraordinaire qui a élevé un fils merveilleux. Et je suis vraiment désolée que la stupidité de ma mère et la fierté d'Hugo aient causé cette rupture. » Je sentis la tension que je portais en moi toutes ces semaines commencer à s'apaiser. « Hugo est très têtu, » continua Céleste avec un léger sourire. « Mais il vous aime et il souffre de cette querelle même s'il ne l'admettra pas. Moi aussi, je souffre, admis-je. Mais cette fois, je ne peux pas simplement céder, Céleste. Pas après tout ce qui s'est passé. » Je comprends, hocha-t-elle la tête. Et je ne vous demande pas de céder. Je voulais juste que vous sachiez que je suis de votre côté et que j'essaierai d'aider Hugo à comprendre votre position. Quand Céleste partit, je restai assise en silence pendant un long moment, pensant à notre conversation. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'avec le temps et l'aide de Céleste, Hugo comprendrait pourquoi il était si important pour moi de défendre ma dignité. Le lendemain, Camille m'appela. « Tati Solange, j'ai entendu parler de ta dispute avec Hugo, » dit-elle sans préambule. « Tu veux en parler ?» Les nouvelles vont vite, remarquai-je avec un sourire amer. Ma mère a parlé à Edith et Edith. Eh bien, tu connais Edith. Oui, ma sœur n'a jamais été douée pour garder les secrets. Alors, que s'est-il passé? Demanda Camille. Je lui racontai toute l'histoire de l'argent, la réaction d'Hugo, ses paroles. Tu sais, Tati Solange, dit Camille quand j'eus fini, je suis fière de toi. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu penses? Je ne pouvais cacher ma surprise. Tous les autres pensent que je devrais céder parce que c'est mon fils. C'est exactement pour ça que tu ne devrais pas céder, dit fermement Camille. Quelle leçon lui donneras-tu si tu fais à nouveau passer ses désirs avant ta dignité? Que c'est normal de laisser les gens t'humilier et ensuite te réclamer de l'argent. J'étais sans voix, frappée par la sagesse de cette jeune femme. Un jour, Hugo réalisera que tu lui as rendu service en refusant de céder à son égoïsme, continua Camille. Et s'il ne le fait pas, eh bien, c'est son choix. Mais tu ne devrais pas te blâmer d'avoir enfin pensé à toi en premier. Après avoir parlé à Camille, je ressentis une vague de force et de confiance. Oui, ma décision avait provoqué une rupture avec mon fils. Oui, ça faisait mal. Mais c'était la bonne décision, non seulement pour moi, mais finalement aussi pour Hugo. Parfois, la leçon la plus importante qu'une mère puisse enseigner à son enfant est une leçon sur les limites et le respect de soi. Je ne savais pas combien de temps il faudrait à Hugo pour comprendre et accepter ma position. Peut-être des semaines, peut-être des mois, peut-être jamais. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir fait un choix entièrement pour moi, et j'étais prête à assumer les conséquences, aussi difficiles soient-elles. L'hiver à Lille était toujours long et rude, mais celui-ci semblait particulièrement interminable. La neige était tombée début novembre et n'avait fondu qu'en avril, transformant la ville en un désert blanc sans fin. Maintenant que mai avait enfin apporté la première vraie chaleur, j'étais assise sur un banc au parc de la Citadelle et je regardais les jeunes familles promener leurs chiens et faire du vélo avec leurs enfants.
5 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Hugo et moi nous étions disputés à propos de l'argent. 5 mois de silence quasi complet, rompus seulement par des messages formels occasionnels pour les fêtes. Mais aujourd'hui, tout devait changer. Hugo avait accepté de me rencontrer ici, dans le parc, en terrain neutre, comme il l'avait dit dans son message. J'arrivais 20 minutes en avance pour rassembler mes esprits. Beaucoup de choses avaient changé dans ma vie au cours des derniers mois, et je n'étais pas sûr qu'Hugo soit prêt à accepter ces changements. Je l'aperçus de loin, une grande silhouette dans un manteau bleu qui marchait sur le sentier. Il était seul, sans Céleste, et avait l'air un peu tendu. Je lui fis signe, et il accéléra le pas. « Salut, maman », dit-il en s'approchant du banc. « Bonjour, Hugo », dis-je en tapotant le siège à côté de moi. « Assieds-toi. » Il s'assit, laissant un espace notable entre nous. « Tu as l'air en forme », dit-il après une pause. C'était vrai. Au cours des derniers mois, j'avais changé non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Mes cheveux gris, que j'avais toujours portés en un chignon strict, étaient maintenant coupés en un carré élégant. J'avais perdu du poids grâce à la natation régulière, et je portais des vêtements plus vifs. Aujourd'hui, j'avais un manteau turquoise au lieu de mon habituel bleu marine ou gris. « Merci. Toi aussi, tu as l'air bien », répondis-je. Et c'était vrai aussi. Bien que je remarquais les ombres sous ses yeux et la légère pâleur qui vient des longues heures au bureau. Nous restâmes assis en silence, à regarder les passants. La gêne entre nous était presque palpable. « Comment va Céleste ?» demandai-je finalement. « Bien », hocha-t-il la tête. « Occupée au travail. Elle a été promue directrice senior dans l'entreprise de sa famille. Félicite-la de ma part. » Silence à nouveau. J'attendis qu'Hugo fasse le premier pas vers la réconciliation. Après tout, c'était lui qui avait insisté pour cette rencontre, mais il semblait ne pas savoir par où commencer. « Maman, dit-il finalement, ça fait longtemps. »« Oui, acquiesçai-je. 5 mois. »« Céleste dit que j'ai eu tort, dit-il, regardant droit devant lui, évitant mon regard. Que nous n'aurions pas dû compter sur ton argent sans une promesse ferme, et que ma réaction était excessive. » Je restai silencieuse, lui permettant de continuer. « Il m'a fallu du temps pour l'admettre, soupira-t-il. Mais elle a raison. J'ai agi comme un enfant gâté. »« Merci de dire ça, Hugo, dis-je sincèrement. Ça compte beaucoup pour moi. »« Tu m'as manqué, dit-il soudain, sa voix se brisant. J'étais en colère. J'étais blessée. Mais tu m'as quand même manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, dis-je en posant ma main sur son épaule. Tu es mon fils, et je t'aimerai toujours, que nous soyons d'accord ou non. » Il se tourna enfin vers moi, et je vis des larmes dans ses yeux. « Maman, je suis tellement désolée de la façon dont j'ai agi au mariage, de ne pas t'avoir défendu, de t'avoir traité d'égoïste. Tu ne mérites pas cette accusation. Ce n'est rien, Hugo. » Je lui serrai la main. Nous avons tous les deux dit des choses que nous regrettons. Non, ce n'est pas rien. Il secoua la tête. J'ai beaucoup appris ces derniers mois sur tout ce que tu as fait pour moi. Sur le peu que je l'ai apprécié. Sur la façon dont j'ai laissé Béatrice et ses préjugés s'interposer entre nous. Je l'écoutais, sentant le poids que je portais dans mon cœur tous ces mois commencer à se dissiper. Et tu sais quoi d'autre ? Continua-t-il avec un sourire amer. Nous n'avons jamais acheté cette maison. Nous avons perdu la compte, mais c'est peut-être mieux ainsi. Ce n'était pas notre maison. Nous l'avions choisie parce qu'elle était dans le bon quartier, près des parents de Céleste. Pas trop bien, sourit Hugo. Mais Céleste a été catégorique. Elle a dit qu'elle ne laisserait pas sa mère contrôler nos vies comme elle a contrôlé son enfance et sa jeunesse. Ce fut un tournant. Céleste est une femme forte, remarquai-je avec un respect sincère. Oui, elle l'est, hocha-t-il la tête. Et elle veut vraiment réparer sa relation avec toi. Elle parle souvent de toi et regrette que les choses se soient passées ainsi. Je le veux aussi, dis-je. Mais Hugo, il y a quelque chose que tu dois comprendre. J'ai changé ces derniers mois. Je ne suis plus la mère qui fait toujours passer tes besoins avant les siens. Je ne suis plus la femme qui ne vivait que pour son fils. Il me regarda attentivement. Que veux-tu dire ? Au cours des 5 derniers mois, j'ai réévalué beaucoup de choses, commençai-je. Après notre dispute, j'ai décidé qu'il était temps de commencer à vivre pour moi. J'ai utilisé une partie de l'argent pour lequel nous nous sommes disputés pour réparer le toit et le système de chauffage. C'était nécessaire,
mais le reste, je l'ai dépensé pour des choses dont j'avais toujours rêvé mais que j'avais remises à plus tard. Je lui ai parlé du voyage que j'avais fait en Irlande en mars, un périple de 2 semaines à travers le pays d'où venaient mes ancêtres. Je lui ai montré les photos que j'avais prises, des collines verdoyantes, d'anciens châteaux, de petits villages côtiers. Je lui ai parlé des gens que j'avais rencontrés, de la cuisine locale, de la musique dans les pubs. J'ai même trouvé le village d'où venait mon arrière-grand-père, dis-je fièrement. Et j'ai rencontré des parents éloignés dont je ne connaissais même pas l'existence. Hugo écoutait avec un intérêt croissant. C'est incroyable, maman. Je ne t'ai jamais vue aussi enthousiaste. Ce n'est que le début, continuai-je. Quand je suis rentrée, je me suis inscrite à un cours de photographie à l'université populaire. J'ai toujours voulu apprendre à prendre des photos correctement, pas seulement à mitrailler avec mon téléphone. Et tu sais quoi? J'ai un certain talent pour ça. Je lui montrai quelques autres photos, pas de mon voyage, mais celles que j'avais prises ici à Lille, des portraits d'enfants du quartier, des paysages naturels, des scènes de la ville. Certaines étaient vraiment bonnes. Mon professeur dit que j'ai du potentiel, dis-je, ne cachant pas ma fierté. Le mois prochain, certaines de mes œuvres seront présentées dans une exposition locale. Maman, c'est formidable. Hugo avait l'air sincèrement impressionné. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la photographie. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Hugo, dis-je doucement. Je n'ai pas toujours été seulement ta mère. Avant de rencontrer ton père, j'avais mes propres rêves, mes intérêts et mes projets de vie. J'en ai mis beaucoup en attente pour ma famille, et je ne le regrette pas. Mais maintenant que tu es grand et que tu as ta propre vie, j'ai décidé de revisiter certains d'entre eux. Il hocha la tête, pensif. Et ce n'est pas tout, continuai-je. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre de soins palliatifs local. En tant qu'ancienne technicienne de laboratoire à l'IML, je n'ai pas peur de la mort et je peux aider les gens qui sont en fin de parcours. C'est un travail difficile, mais très gratifiant. Hugo me regarda avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Surprise, respect, peut-être même un peu de confusion. Tu as tellement changé, dit-il finalement. Oui, acquiesçai-je. Et ce sont de bons changements. Je me sens plus vivante que je ne l'ai été depuis des années, plus réelle. Nous restâmes assis en silence pendant un moment. Hugo semblait réfléchir à tout ce que j'avais dit. Je suis heureux pour toi, maman, dit-il finalement. Vraiment. Tu mérites de vivre une vie pleine en faisant ce que tu aimes. Merci, Hugo. Mais, hésita-t-il. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour moi dans ta vie? Pour Céleste et moi? Je souris doucement. Bien sûr qu'il y en a. Ce sera juste une relation différente maintenant. Pas mère et enfant, mais 2 adultes qui respectent les limites et l'espace de l'autre. Je t'aimerai toujours, Hugo, et je serai toujours là si tu as besoin de mon aide ou de mes conseils. Mais je ne me sacrifierai plus, ni mes intérêts, ni ma dignité, pour ton confort. Il hocha lentement la tête. C'est juste. Et pour être honnête, c'est exactement le genre de relation dont j'ai besoin en ce moment. Je veux que tu sois fier de moi, non pas parce que je suis ton fils, mais parce que je suis devenue une personne respectable. Je suis déjà fier de toi, dis-je sincèrement. Surtout maintenant que tu as trouvé la force d'admettre tes erreurs et d'essayer de réparer les choses. Nous parlâmes encore environ 1 heure de son travail, de mes nouveaux passe-temps et de nos projets d'avenir. À un moment donné, Hugo suggéra que nous organisions un dîner de famille le week-end suivant. Lui, Céleste et moi. On pourrait cuisiner quelque chose ensemble, suggéra-t-il. Céleste maîtrise depuis peu la cuisine italienne et veut montrer ses talents. J'adorerais, acquiesçai-je, mais à une condition. Laquelle? Pas de Béatrice Lafontaine, dis-je fermement. Je suis prête à reconstruire progressivement ma relation avec elle, mais pas tout de suite. D'abord, nous devons travailler sur notre relation. Hugo sourit. Ne t'inquiète pas, Céleste n'est pas non plus en meilleurs termes avec sa mère. Après que nous avons renoncé à la maison dans leur quartier, Béatrice l'a accusée d'être ingrate. Elle ne se parle que lorsque c'est nécessaire. C'est dommage, dis-je. Et je le pensais. Malgré tout ce qui s'était passé, je ne voulais pas que la relation de Céleste avec sa mère soit ruinée. J'espère qu'elles pourront trouver un terrain d'entente à terme. Je l'espère aussi, dit Hugo. Mais, tu sais, parfois les gens ont besoin de temps pour réaliser à quel point ils comptent les uns pour les autres. Il m'a fallu 5 mois et la perte d'un acompte de 30 000 € pour réaliser à quel point tu comptes pour moi. Je ris.
C'est une leçon coûteuse. Mais qui en valait la peine, dit-il sérieusement. Quand nous nous sommes dit au revoir, Hugo m'a serré fort dans ses bras, le premier câlin qu'il me faisait depuis des mois. Je t'aime, maman, dit-il. Et je respecte ton choix de vivre comme tu l'entends. Je t'aime aussi, Hugo, répondis-je. Et je serai toujours là pour toi quand tu auras besoin de moi. Seulement, maintenant, ce sera à mes conditions. Sur le chemin du retour, je pensais à notre conversation et aux changements qui s'étaient produits dans ma vie au cours des derniers mois. Après ma dispute avec Hugo, je me suis sentie vraiment libre pour la première fois. Libre des attentes, des obligations, de toujours faire passer ses besoins avant les miens. C'était un sentiment étrange, un peu effrayant, mais en même temps incroyablement libérateur. J'ai commencé petit. Je me suis inscrite à un cours de photographie dont je rêvais depuis longtemps. Puis est venu un voyage en Irlande. Le premier voyage sérieux que j'ai jamais fait seul. J'avais peur, mais ma peur s'est dissipée dès mon arrivée, entourée de collines verdoyantes et de gens sympathiques, dont beaucoup avaient mon âge et voyageaient aussi seuls. J'ai commencé à travailler au centre de soins palliatifs par hasard. Une des patientes que j'ai rencontrées pendant mon cours de photographie m'a demandé de prendre ses derniers portraits pour sa famille. J'ai accepté, et ce fut une expérience si importante et émouvante que j'ai décidé de continuer. Maintenant, j'y passe 2 jours par semaine à parler aux patients, à les aider à écrire des lettres à leurs proches, parfois simplement à leur tenir la main quand ils ont peur. Toutes ces nouvelles activités et connaissances ont comblé le vide qui s'était formé après ma rupture avec Hugo. Mais il ne s'agissait pas seulement de combler le temps. J'apprenais enfin à me connaître. Pas en tant que mère d'Hugo, pas en tant que veuve de Noé, mais en tant que Solange Moreau, une femme avec ses propres intérêts, rêves et talents. Et maintenant qu'Hugo était de retour dans ma vie, j'avais peur de perdre cette liberté et cette identité retrouvée, de recommencer à vivre sa vie au lieu de la mienne. Mais notre conversation dans le parc m'a donné l'espoir que cela n'arriverait pas. Que nous pourrions construire une nouvelle relation, plus saine, basée sur le respect mutuel, et non sur le sacrifice de ma part et l'attente de sacrifice de la sienne. À la maison, un autre projet m'attendait. Je travaillais sur une série de photographies pour une exposition. Le thème était le vieillissement invisible. Des portraits de personnes âgées faisant des choses habituellement associées à la jeunesse. Skateboard, musique rock, art contemporain. J'ai photographié des gens extraordinaires. Un tatoueur de 70 ans, un skateur de 83 ans, un DJ de 90 ans. Tous refusaient de suivre les stéréotypes sur la façon dont les personnes âgées devraient se comporter et vivaient plutôt comme ils l'entendaient. En travaillant sur les photos, j'ai pensé au temps que j'avais passé à suivre les attentes de la société. Pour moi, comme pour beaucoup de femmes de ma génération, être une bonne mère signifiait un sacrifice de soi complet. Mes propres désirs et besoins passaient toujours au second plan, et je me suis tellement habituée à ce rôle que j'ai continué à le jouer même après qu'Hugo ait grandi et que ce ne soit plus nécessaire. Il a fallu un conflit pour que je le réalise enfin. Il a fallu la douleur du rejet et de l'humiliation pour que je trouve la force de dire non et de commencer à vivre pour moi. Et bien que je ne voudrais pas revivre cette expérience douloureuse avec l'invitation et la dispute, j'étais reconnaissante de la leçon qu'elle m'avait apprise. Ce soir-là, Camille m'appela. « Comment s'est passée ta rencontre avec Hugo ?» demanda-t-elle sans préambule. « Étonnamment bien, répondis-je. Nous avons parlé, il s'est excusé, et nous avons convenu d'un dîner de famille la semaine prochaine. Et tu es prête à lui pardonner comme ça ? Pas tout à fait, souris-je, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Je suis prête à recommencer, mais à de nouvelles conditions. Je lui ai expliqué que j'ai changé, que je ne me sacrifierai plus pour son confort. Et tu sais quoi ? Il l'a accepté. Il a même dit qu'il était fier de moi. Waouh ! Camille semblait impressionnée. Donc, 5 mois de silence lui ont fait du bien. Ça nous a fait du bien à tous les deux, remarquai-je. Je ne suis pas sûre que j'aurais pu changer autant si nous nous étions réconciliés tout de suite. Tu sais, Tati Solange, dit Camille pensivement, tu m'as beaucoup appris ces derniers mois, qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre pour soi, que le respect de soi est plus important que l'approbation des autres, même des plus proches, que les limites sont une expression d'amour, pas d'égoïsme. J'étais touchée par ces mots. Merci, Camille. Toi aussi, tu m'as beaucoup appris. Par exemple, qu'il faut parfois savoir dire non, même quand tout le monde autour de vous vous dit de dire oui. Après ma conversation avec Camille, je suis sortie sur la terrasse arrière. La soirée était chaude, l'air empli du parfum des lilas en fleurs du jardin voisin. Je me suis assise en sirotant mon thé et en regardant les derniers rayons du soleil peindre le ciel de nuances de rose et d'or.
J'ai pensé à quel point la vie était étrange. Il y a à peine 6 mois, je me sentais humiliée et rejetée en recevant cette invitation avec la note. J'étais prête à donner toutes mes économies à Hugo et Céleste juste pour les rendre heureux. Je faisais passer leurs désirs avant mes propres besoins, avant ma dignité. Et maintenant je suis assise ici, sur la même terrasse, mais je me sens comme une personne complètement différente. Une personne qui connaît sa valeur, qui n'a pas peur de fixer des limites, qui comprend que l'amour ne devrait pas exiger l'autodestruction. Et le plus étonnant, c'est qu'Hugo semble l'avoir compris aussi. Il a vu en moi non seulement une mère qui ferait n'importe quoi pour lui, mais aussi une personne avec ses propres désirs et droits. C'était un sentiment nouveau, et je l'appréciais. Bien sûr, nous avions encore un long chemin à parcourir. Une seule conversation ne suffit pas à changer complètement un schéma relationnel qui s'est formé pendant des décennies. Il y aura des erreurs, des malentendus, peut-être même de nouveaux conflits. Mais maintenant, nous avions une base sur laquelle construire une nouvelle relation, plus saine. Et qui sait, peut-être qu'avec le temps, je pourrai réparer ma relation avec Béatrice Lafontaine. Pas pour Hugo ou Céleste, mais pour moi-même, pour prouver que je peux surmonter le ressentiment et m'élever au-dessus. Pour montrer que je suis assez forte pour pardonner, mais assez sage pour ne pas oublier. Pour l'instant, j'avais ma photographie, mes voyages, mon travail au centre de soins palliatifs et mes nouveaux amis. J'avais une vie pleine et riche que je m'étais construite par mes propres décisions et choix. Et c'était peut-être la plus grande réussite de mes 67 ans. Le soleil avait finalement disparu sous l'horizon, et je suis rentrée dans la maison. Sur la table se trouvait la boîte même qu'Hugo et Céleste m'avaient rapportée des Maldives. Je l'ai ouverte et y ai placé plusieurs photographies que j'avais prises en Irlande. Mes propres trésors, mes propres souvenirs, un symbole de la nouvelle vie que je commençais à construire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment reconnaissante pour tout ce qui s'était passé, pour la douleur qui avait mené à la croissance, pour le conflit qui avait mené à la clarté, pour la perte qui avait mené à me retrouver moi-même. Je n'étais plus seulement la mère d'Hugo ou la veuve de Noé. J'étais Solange Moreau, une photographe, une voyageuse, une bénévole, une femme qui, à 67 ans, a trouvé le courage de recommencer. Et c'était un sentiment merveilleux.